Bonsoir chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Caravane Passe, l'émission des animaux voyageurs et de leurs compagnons à deux pattes. Ce soir, c'est en Italie que nos invités nous emmènent. Kristen et Pierangelo ont quitté leur Bretagne en septembre 2019 pour une vie en roulotte, simple et dénuée de superflu. Un modèle de vie qui peut en inspirer plus d'un et qui leur permet d'aller où les histoires se vivent, s'inventent et se racontent. On vous emmène avec les Roulmapoules sur les routes de l'Espérance. Cette roulotte tractée par Thelma et Volcan, deux traits bretons, où vivent aussi 3 poules et un chien. Avant de retrouver Kristen, qui nous parlera de sa recherche de l'essentiel et de l'envie de voyager autrement, je vous rappelle que cette émission est en direct. Vous pouvez donc réagir, intervenir et poser vos questions par SMS ou WhatsApp au 06 66 44 15 10 ou directement via l'application mobile de la web radio. Bonsoir Kristen. Buonasera Stefano. Waouh, quel bel accent italien. Pas mal, ça fait 2 mois que je le travaille et ma foi, c'est pas mal. Pas mal. Tout va bene. Tu n'es pas d'origine italienne? Ah non, du tout. Je croyais avoir des origines italiennes et j'ai fait un peu des recherches et il semble qu'elles soient très très anciennes, voire inexistantes. D'accord. Donc bon, ça c'était un peu... Mais c'est pas grave. Par contre, Pierangelo, mon amoureux, a des réelles origines italiennes. Sa maman était italienne. Et c'est vrai que ça facilite un petit peu le contact avec les Italiens parce que lui, du coup, parlait à peu près italien, mais là, tout de suite, c'est revenu. Et donc c'est facile. Et puis, moi, j'ai pris un petit peu de cours, l'année dernière. Et puis c'est vrai que d'être immergé dans le pays, va bene. Oui, parce que j'allais dire, avec un prénom, comme, celui qu'il porte, Pierangelo, ça pouvait pas être breton. Ben oui, Pierangelo aussi. Exactement. C'est un peu aussi pour ça qu'on est en Italie. C'est D'accord. un petit peu pour retrouver nos origines et tout ça. Et puis parce que le pays est beau mais c'est vrai que ça fait partie des raisons qui nous ont amenés vers l'Italie. Alors, si tu n'as pas d'origine italienne, est-ce que tu as des origines bretonnes? Non plus. Non plus, ok. Non plus. Non. Pierangelo et moi, on a vécu, pour moi, pour ce qui me concerne, 25 ans et Pierangelo une vingtaine d'années en Bretagne. C'est la vie la vie qui nous a amenés vers la Bretagne, mais ni l'un ni l'autre n'avons des origines bretonnes du tout. Moi, j'ai des origines du Périgord plutôt. D'accord. Et puis Pierangelo, italienne par sa maman, du centre de la France par son papa, voilà. Mais la Bretagne a été notre terre d'accueil pendant quelques années. Voilà. Il y a pas mal de roulotiers en Bretagne, soit qui circulent, soit qui s'y sont posés, pour en avoir rencontré et pour avoir fait des émissions avec eux. Tu en as rencontré là-bas? Oui. Oui, alors en Bretagne, effectivement, on a rencontré tout au début de notre projet, on a rencontré un couple de Hollandais, Yann et sa chérie, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Bref, et qui eux avaient voyagé, je dirais il y a 25-30 ans maintenant, et pendant peut-être une quinzaine d'années avec leurs enfants. C'était vraiment la période, je dirais, des roulotiers des années 85, 90. D'accord. C'est ça à peu près. Ouais. Cette vague-là où les gens avaient envie d'une autre vie et il y a eu toute une période effectivement où ces personnes ont voyagé. Et donc Yann et son épouse se sont posés en Bretagne, à Mélionnec, où je crois qu'ils étaient retrouvés là-bas un peu par hasard, ils sont passés par là, et c'est vrai que le village est tellement sympa.
qu'ils y sont restés, ils ont fait leur fête de départ et puis finalement ils sont jamais repartis. D'accord. Et puis voilà, et puis ils ont des enfants qui vivent dans des roulottes et tout. Enfin c'est des belles histoires de roulotiers d'une autre époque. On a rencontré Loulou aussi, Loulou et Michel qui ont voyagé avec leurs enfants dans les années 90 pendant plusieurs années, qui avaient un cirque qui ont vécu de très belles histoires dans leur roulotte. Donc on les a rencontrés aussi vers le centre-Bretagne. Et puis on a rencontré aussi évidemment, enfin c'est des amis, Florian et Mickaël que tu as reçus dans l'émission il y a quelques temps, qui eux sont arrivés là où on était en Bretagne. On est parti de Bretagne, du centre Bretagne, parce qu'on a fait une formation là-bas, une formation en attelage, et Florian et Mickaël en l'occurrence, a fait la même formation qu'on a fait avant de partir. D'accord. Voilà, donc effectivement, il y a quelques roulotiers en Bretagne. Ouais. Donc c'est vrai que c'était sympa avant de partir de les rencontrer. On avait rencontré Ludo aussi, qui a vécu aussi quelques années en roulotte. Alors c'était chouette d'avoir leur retour d'expérience et tout. Et puis c'était chaque histoire de roulotier est différente. Il y a pas les roulottes sont toutes très très différentes, les histoires sont toutes différentes, les chevaux et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui fait la richesse de l'histoire des roulotiers. Donc ça c'est les roulotiers bretons. Et ils vous ont inspiré quand vous vous êtes dit on veut une vie autrement, dans une cabane, vivre avec l'essentiel, c'est eux qui vous ont inspiré, qui vous ont mis en quelque sorte sur les routes? Ouais, alors ils nous ont inspirés et comment dire ils nous ont montré que c'était possible, parce que c'est vrai que quand j'ai eu l'idée de partir en roulotte, j'avais jamais rencontré un roulotier, je savais même pas que c'était possible. J'avais juste eu une idée comme ça, la pouf, c'est venu un soir dans ma tête, paf, roulotte, donc vivre simplement, vivre dans une cabane, mais une cabane ça bouge pas, donc moi je veux voyager, mais je veux voyager proprement, sans gasoil et sans tout ce bazar. Et pouf, le mot roulotte m'est venu, quoi. Et donc je suis allée voir un petit peu, et là j'ai vu qu'il y avait des gens qui vivaient en roulotte, qui voyageaient en roulotte et tout ça, et on est parti un petit peu à la rencontre. La première démarche effectivement qu'on a effectuée à la naissance de notre projet, c'est d'aller rencontrer les roulotiers. Ou alors, effectivement, on a posé les questions les plus basiques. Et comment vous faites pour la douche? Et comment vous faites pour le repas? Et là, on s'est rendu compte que, oui, c'était possible. Et effectivement, ils nous ont inspirés. Et ils nous ont montré que c'était possible. C'était surtout ça qui était le plus fort. Et une des rencontres, je dirais, toutes les rencontres avec les roulotiers sont fortes, parce qu'on a tellement de choses en commun. Mais une rencontre qui nous a énormément marqué, c'est la rencontre avec notre ami Manda, qui lui était parti quand on a commencé notre projet. Donc il était parti 7 ans auparavant des Hautes-Alpes, et on l'a rencontré en Bretagne. Donc durant 7 ans, il a sillonné la France un peu, il a fait des zigues et des zagues, et tout seul, avec ses 2 chevaux, sa roulotte, et effectivement il nous a énormément inspiré, il nous a aidé à construire notre roulotte. Ça a été une rencontre magnifique. Alors il est plus là aujourd'hui, il a décidé de quitter la terre pour rejoindre je ne sais quoi, mais il est certainement mieux. Et tiens, il y a Thelma qui est en train d'arriver. Parce que il y a l'abreuvoir là juste à côté de moi, et Thelma est en train d'arriver pour boire son petit apéritif. Et donc Manda, voilà, il nous a vraiment inspiré. C'était une très très belle personne, et on a baptisé la roulotte Mandala,
nous a aidé à construire la roulotte et donc Manda n'est plus sur ses terres, mais il est là toujours dans la roulotte où il a mis tout son amour. Voilà. C'est beau. Voilà. Bonsoir Thelma. Alors justement, tiens, parle-nous de Thelma et Volcan. Il faut avoir un minimum de connaissances des chevaux pour partir comme ça. Est-ce que vous étiez déjà j'allais dire dans le monde du cheval ou vous aviez des chevaux? Niente. Zéro. Alors, on est parti vraiment de zéro. D'accord. Sachant que moi, les seules relations avec un cheval que j'avais eu, c'était quand j'avais 10-12 ans. 2 fois, j'étais montée sur un cheval. Si, à 8 ans, j'étais montée sur un cheval et après à 12 ans, et à chaque fois, ils m'ont fichu par terre. Donc ça, c'était, mon rapport avec le cheval. Donc, bon. Et puis Pierre Angelo, c'était la vieille jument de la ferme de sa grand-mère. C'était la jument qui travaillait à la ferme et c'était la seule connaissance du cheval qu'il avait. Donc quand au début du projet, on s'est dit on a tout à apprendre quoi. Donc effectivement, on s'est formé. On a fait un gros travail avec les chevaux parce qu'on n'y connaissait rien et que c'est très 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 important de comprendre tout un tas de choses quoi. Déjà de l'animal, comment ça marche un cheval, comment ça fonctionne, parce que vraiment c'est un gros animal, ça peut faire peur. Donc ce qui est assez rigolo, c'est quand le projet a démarré un peu dans ma tête. Et quand j'en ai parlé à Pierre Angelo, il a dit mais attends, on n'y connaît rien en chevaux et tout ça. J'ai dit oui, mais bon, tout s'apprend. Ok, je vais réfléchir un peu. Donc au bout de 3 jours, il m'a dit ok, ton idée elle est pas bête. Mais d'ailleurs, je nous ai inscrit à un stage d'attelage. D'accord. Donc la première chose qu'on a faite, c'est un stage d'1 semaine d'initiation à l'attelage pour savoir déjà comment on était et comment on se sentait avec les chevaux quoi. Et alors donc l'instructeur, le prof qui s'appelle Nicolas qui a une petite école d'attelage dans l'Aubrac qui s'appelle l'école d'attelage de l'Aubrac que je conseille d'ailleurs parce que c'est vraiment une belle personne. Donc a bien compris notre projet, a bien compris d'où on partait et donc il m'a fait travailler avec Peter qui est toujours en vie, Peter, qui est un percheron de 1m85 au garrot, une espèce de gros truc énorme. Donc, sachant que je fais 1m57, j'arrivais à peine à lui attraper le toupet. Mais donc, voilà, si ça passait avec Peter, sachant que c'était une bête énorme, gentille, adorable, mais bon, quand même très, très imposante et tout ça, a priori et donc ça l'a fait tout de suite avec Peter et puis j'avais aucune appréhension de quoi que ce soit et donc le travail avec nos chevaux quand on les a achetés ça s'est bien passé quoi. Après ça a été long, ça a été des aventures, ça a été c'était pas un long fleuve tranquille non plus, c'était beaucoup d'heures de travail, beaucoup de présence parce que on a décidé d'acheter des chevaux assez jeunes pour faire le travail ensemble, je dirais, vraiment les accompagner, à la fois elles nous accompagnaient et nous on les a accompagnés dans l'apprentissage de tout ce qu'on avait à apprendre en attelage quoi. Donc on a fait cette première formation et puis quelques années après avant de partir, donc je dirais 4 ans après, on a fait une formation plus longue là et diplômante. On a passé un diplôme qui s'appelle le MATE, c'est le meneur accompagnateur tourisme équestre, qui se prépare en 6 semaines et là qui nous a permis de vraiment d'acquérir vraiment une bonne connaissance de l'attelage quoi. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose. Alors si effectivement des auditeurs nous écoutent et ont un projet de roulotte et de partir en roulotte et tout ça, c'est vraiment primordial de se former. Ça il y a beaucoup de choses qui sont importantes, mais ça c'est la base. On a eu pas mal de retours d'expérience de gens qui sont
un peu parti comme ça, je dirais précipitamment. On part jamais précipitamment, mais un peu trop vite justement, sans s'être réellement formé à l'attelage, parce que faut savoir que l'attelage c'est, je crois, la discipline la plus dangereuse en équitation. D'accord. Donc ça pardonne pas. Si ça part mal et qu'on est mal préparé et qu'on, je dirais même des fois même des professionnels ont des accidents importants. Donc il faut vraiment être préparé et pour partir serein. Parce que ça c'est vraiment important aussi d'être serein et ça a été notre cas, donc on a été bien préparés, donc on a fait cette école d'attelage plus longue en Centre-Bretagne et on a été vraiment bien préparés, à la fois nous à l'attelage en tant que meneur, donc on a passé le diplôme tous les deux, Pierangelo et moi. Comme ça, c'est plus Pierangelo qui mène, mais je sais mener si besoin. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ouais, voilà quoi. Et je voulais dire quelque chose, mais je sais plus. Bon, grave. Si ça te revient, tu. Si. À la fois nous, on s'est formés nous, mais aussi les chevaux. Parce qu'on avait débourré les chevaux avec une professionnelle quelques années auparavant, mais la vie a fait que on n'a pas pu pratiquer autant qu'on le voulait, de par nos activités, etc. Des choses qui sont survenues parce qu'on avait une de nos juments qui était pleine, qui a eu un poulain, donc du coup c'était pas facile d'atteler avec le poulain qui bon bref. Et donc du coup avec le formateur là en Centre-Bretagne, on a repris tout à la base, à la fois à notre niveau parce qu'il y a vraiment tout à faire, mais aussi avec les chevaux qui avaient déjà été débourrés à l'attelage, mais on a décidé de les reprendre complètement à zéro, comme si elles n'avaient jamais travaillé à l'attelage. D'accord. Et notre formateur a repris vraiment tout à la base, et ce qui nous a permis effectivement de partir en toute sérénité. Et je dirais dès nos premiers tours de roue, c'était serein parce que on se sentait en confiance. Les filles, elles avaient encore. C'est comme quand on passe le permis de conduire, on sait pas encore vraiment conduire. On continue à apprendre, mais on a quand même des bonnes bases. Et l'expérience nous a montré que on avait eu raison de faire ça. Et donc je conseille vraiment à toutes les personnes qui ont un projet de départ en roulotte de passer par une formation. C'est indispensable. Voilà. Ok. Ah, donc cette roulotte. Bon conseil de Tata Christelle. Écoute, on le note bien et c'est super important. On le dira jamais assez. Pardon, tu dis? Non, je disais, c'est super important de bien se préparer et de partir avec des bases. Ouais. C'est vrai que ça a un coût, mais on a eu trop de retours d'expérience c'est ce que je disais aussi tout à l'heure, de personnes qui se sont pas suffisamment préparées et qui ont vécu la catastrophe, voire qui ont failli perdre la vie, qui ont vécu des choses vraiment pas cool, qui ont du coup abandonné leur projet. On connaît un couple qui les premiers tours de roue ont été catastrophiques et ça a fait tout. Voilà, ça leur projet de voyage en roulotte est complètement échoué. Donc un peu par manque de préparation justement. Donc ça c'est vraiment important. C'est quelque chose de primordial. Voilà. Et alors je suppose aussi que dans la construction de la roulotte, il y a des bases. En tout cas, vous avez eu un expert avec vous. Tu nous l'expliquais. Qu'est-ce que vous vouliez de cette roulotte? Elle fait 2 tonnes. Le châssis est en métal, du contreplaqué pour les parois, une bonne isolation. Vous voulez quelque chose d'écologique, de sain? Alors, on a essayé de faire le plus écologique possible. Après, il y a des choses qui n'ont pas été possibles. Bon, on
On a eu des retours d'expérience de, par exemple, notre copine Juliette qui, elle, a fait, par exemple, une isolation en laine de mouton. Machin, on aurait bien aimé faire ça, mais notre copain Amanda nous a dit, mais il faut quelque chose de plus structurant. Donc, on n'a pas réussi à faire 100% écolo, mais bon, c'est déjà pas si mal. Oui, tout à fait. Voilà. Et puis, alors après, au niveau du poids, le poids c'est extrêmement important aussi, par rapport à ce que peuvent tirer les chevaux, par rapport à leur capacité de traction. Donc, en gros, un cheval peut tirer 1,5 fois sa taille, son poids, pardon. D'accord. Bon, ça c'est un peu de la théorie, c'est quand même un peu moins. Et plus on arrive à réduire le poids, évidemment, plus le cheval sera en confort, c'est évident, plus on pourra faire des dénivelés un petit peu plus importants, etc. Nous, on a fait le choix. Alors, on aurait aimé, dans l'idéal, avoir une roulotte qui fait 1,5 tonne, on n'a pas réussi. Sachant que c'est notre habitat pour toute l'année. Mmh. Donc, il nous fallait, des choses. Il nous faut des choses pour toute l'année. On a les vêtements d'été, les vêtements d'hiver. On a fait aussi une toiture en zinc. On a pris le choix de faire une toiture en zinc qui est évidemment un peu plus lourde que d'autres matériaux et tout ça. Mais au niveau d'une réparation, c'est quand même plus simple si toutefois on avait. Ça nous arrivait, l'été dernier. On a accroché, il y a un arbre, figure-toi, il y a un arbre qui a traversé la route. Non mais incroyable. Et et du coup, on a accroché la roulotte et on a la moitié de la toiture de la roulotte était devenue un accordéon. D'accord. Et heureusement, on a trouvé un couvreur qui travaillait le zinc avec toujours pareil, ça c'est la magie du voyage. Et qui en 2 heures nous a réparé tout ça. On aurait eu une toiture avec un autre matériau, ça aurait été plus compliqué. Donc voilà, on a fait ce choix-là, c'est un petit peu plus lourd, mais bon, au final, ça va, parce que 2 tonnes avec 2 chevaux qui font chacun 800 kilos, ça va par rapport au rythme de notre voyage qui est à peu près en moyenne, c'est 10 kilomètres par jour. D'accord. Mais sachant qu'on roule pas tous les jours, qu'on prend des dénivelés maximum, on est à 10-12%, mais ça c'est vraiment sur des tronçons assez courts et très rarement, parce que vraiment on choisit nos routes aussi en fonction des dénivelés. On prend quand même des dénivelés parce qu'on a pas mal voyagé dans les Alpes l'année dernière. Là on est en Italie et puis pour se mettre un petit peu au frais, on est un petit peu dans les montagnes, là on est dans les Apennins, donc forcément il faut monter à un moment donné, mais on y va tranquillement et ça se passe bien. Et vu comment nos juments sont belles, musclées et magnifiques, je pense pas qu'on les fasse trop souffrir. Ça n'a pas l'air en tout cas. Quand on voit sur les photos. Non. Ouais, ça a l'air en pleine forme. Elles sont magnifiques. Plus belle le cavallo del mondo. Et alors pour finir sur la roulotte, donc vous avez un poêle à bois, des panneaux solaires, 4. Et puis on parlait d'écologie, mais la peinture intérieure est à base d'algues de Bretagne. Waouh. Vous amenez un petit peu de Bretagne dans la... Oui, on a trouvé un petit peu avant de partir un fabricant qui finalement qui était installé depuis pas très très longtemps et qui avait mis au point une peinture à base d'algues. Donc du coup assez écolo parce que oui, beaucoup moins, pratiquement pas chimique, voire je sais pas si elle est 100% bio, mais enfin en tout cas on respire pas un truc trop dégoûtant. Et puis ça nous rappelle la Bretagne. Après ça sent pas les algues dans la Bretagne, dans la roulotte. Mais c'est vrai qu'elle est bien cette peinture. Ouais. Et puis après on a notre poêle effectivement, un petit poêle donc on a appelé Marcel parce que sauf Marcel. Voilà. Et qui est alors ce poêle il nous a été conseillé par Yann le roulotier dont je te parlais tout à l'heure qui est le roulotier hollandais qui est dans Centre-Bretagne et qui est installé parce que lui il est peut-être toujours constructeur de roulottes et il a installé ce type de poêle dans les roulottes. Donc c'est un petit poêle en fonte
attends, je crois que c'est de la Fondalou, quelque chose comme ça. Je dis pas de bêtises. Enfin, pas très très lourd, mais pas trop. D'accord. Et qui est fabriqué en Angleterre. Et il est vraiment super parce qu'il est petit, compact et il n'y a pas besoin de le charger toutes les 5 minutes. On peut mettre des bûchettes de 25 cm à peu près, ouais, c'est ça, de 25 cm et il marche super bien, quoi. Donc là, en plein hiver, par exemple, t'arrives dans la roulotte, il fait 0. Tu fais ton feu, une demi-heure après, il fait 25, quoi. Ah oui. Et 3/4 d'heure après, si tu le charges un peu, il fait 30. Et 1 heure après, si tu charges trop, il fait 35. Et là, tu dis, mais j'ai trop mis. Voilà, c'est ça. Ah ouais, donc ça marche super bien. Ouais. Et puis, qu'est-ce que tu me disais aussi? Ah oui, les panneaux solaires. Les panneaux solaires, on a 4, ouais. On a installé 4 panneaux solaires. Au départ, on était parti avec 2 panneaux solaires de 100 watts chacun. Et quand on a installé, alors au bout de quelques mois, on a rajouté un gyrophare à l'arrière. Oui, j'ai vu. Parce que on s'est rendu compte que c'était important au niveau de la sécurité d'avoir un gyrophare. Et du coup, ça bouffait un peu d'énergie. Et donc le soir, on s'est retrouvé avec plus de lumière. On s'est dit c'est le gyrophare qui nous a bouffé toute l'énergie. Donc du coup, on a rajouté 2 panneaux solaires et là on est super tranquille, sachant qu'on a 1, 2, 3, 4 lampes avec des lampes à LED, avec des ampoules à LED. 4 lampes, de quoi charger l'ordi et de quoi charger le téléphone. D'accord. Et voilà. Et donc avec ça le fait bien, on n'est jamais en panne. Même en hiver, quand il n'y a pas trop de lumière et tout ça, ça va. On fait un petit peu attention en hiver, mais c'est pas galère, quoi. On n'est pas là à regarder tout le temps et on est quand même confortable à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Christiane, on va faire une petite pause musicale. On part avec Zoufris Maracas et je te dis à tout de suite. À plus tard, ciao. Planqué dans mes montagnes, au soleil, au pays de cocagne, que les jolies filles me passent sous le nez. Pourquoi donc veux-tu que j'aille bosser quand je suis couché dans mes montagnes, que les hanches dansent sous les pagnes? Toi tu voudrais que je sois matin. Je te remercie mais j'ai besoin de rien. Au pays de cocagne, dire que tu es au bagne. Moi, au pays de cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Quand je vais manger dans mes montagnes tous les bons produits de ta campagne, des fois je pense à toi dans ta BM, en train de t'empiffrer l'OGM. Quand je vais me laver dans mes montagnes, que je butine les seins de ta femme, je vois pas pourquoi tu es vexé. En amour aussi faut partager. Oh, au pays de cocagne, dire que tu es au bagne. Moi, au pays de cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Quand je vais dormir dans mes montagnes, dans mes rêves je vais en Espagne, sous une petite forêt d'oliviers, j'aperçois une source et un figuier. Des fois je me demande à quoi tu rêves. Je me dis qu'en songe tu dois faire grève, que tu dois insulter ton patron, qui te fait travailler comme un con. Oh, au pays de cocagne, oh,
et dire que tu es au bagne. Moi, au pays de cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Si te prend l'envie de nous rejoindre, que sur ton corps nu tu souhaites te peindre, n'attends pas que je t'ai invité. Tiens, voilà l'adresse, tu peux y aller. Quand tu seras planqué dans tes montagnes, au soleil, au pays de cocagne, que les jolies filles te pinceront le nez. Tu ne retourneras plus jamais bosser. Oh, au pays de cocagne, oh, dire que tu es au bagne. Moi, au pays de cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Mais comme on sait jamais à qui on s'adresse et à qui on a affaire, si tu viens me faire chier dans mes montagnes, que tes policiers menacent ma femme, qu'ils lèvent la main sur mes enfants, je zigouillerai ton président. Qu'ils lèvent la main sur mes enfants, je zigouillerai ton président. Oh, au pays de cocagne, oh, dire que tu es au bagne. Moi, au pays de cocagne, j'ai pas besoin de ton champagne. Et vous êtes de retour sur Radio La Planète dans l'émission La Caravane Passe. On est ce soir avec Kristen qui voyage avec sa moitié en Italie. Sa moitié et pas que, puisque dans sa roulotte, elle a deux chevaux, des poules, d'un chien, que sais-je encore. J'oublie personne. Dans la roulotte, les chevaux. Oui, bien sûr. Allez hop, on y va. Allez hop, c'est parti. Comment c'est non, d'abord cette chanson Pays de cocagne, c'est le pays que vous recherchez, c'est ce que vivez c'est là où vous vivez tous les jours dans votre roulotte. Ouais, c'est un peu ça, ouais, c'est effectivement. Alors, est-ce que c'est ce qu'on recherche? Je sais pas. Peut-être. Parce que on est tellement bien en tant que nomade, qu'on n'a pas envie de redevenir sédentaire pour le moment. Bon, comme ils disent en Italie, ça c'est génial. Il y a un truc, ils font bon. Bon, on sait pas. D'accord. Et, pour l'instant, on est très, 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 très bien en tant que nomade. Et peut-être le pays de cocagne, c'est tous les jours, parce que, là, je t'ai passé une petite photo de l'endroit où on est là aujourd'hui. Oui. C'est ça, c'est le pays de cocagne, et finalement, quasiment tous les endroits où on va se poser, c'est un petit pays de cocagne. Quand tu prends le temps de regarder, quand tu prends le temps de rencontrer les gens, il y a vraiment des belles choses partout. Et donc j'ai choisi cette chanson parce que j'ai découvert Zoufriz Maracas il y a quelques années, et vraiment ça résonne très très fort, très très fort en nous par rapport à tout ce qu'il peut dire, et il a vraiment des belles paroles et plein de choses. Et la vidéo comment ça s'appelle, le clip. Oui. De cette chanson, je sais pas si tu l'as déjà vu, je vous invite à le regarder. Il se trimballe tout un tas de bordel derrière lui, sa télé, son ordi, son machin là, et puis il quitte tout ce monde là pour aller vers le pays de cocagne justement. Et nous c'est un peu ce qu'on a fait. Je veux dire que il y a 5 ans, non, même pas, il y a encore 4 ans, on était monsieur et madame tout le monde. On avait notre maison, on avait notre voiture, on avait notre boulot, on avait toutes nos obligations, nos machins,
tout le gros bordel qu'on se traîne là, un peu comme dans, je crois que c'est dans Los Olvidados de Buñuel, où ils se prennent un piano comme ça, tu vois, tu te traînes ton bordel derrière, quoi. Et puis voilà, à un moment donné, la vie te fait, tu vois, et soit tu réponds au signal, soit tu le laisses passer et puis tu vois pas. Et moi, ce signal-là, je l'ai vu parce que ça a été un problème de santé qui m'a fait me poser à un moment donné et puis regarder. Et j'avais 45 ans, tu vois, j'avais fait grosso modo la moitié du parcours, quoi, tu vois. Et tu dis mais qu'est-ce que je veux du reste, de la moitié qui reste? Qu'est-ce que je veux au fond de moi? J'ai des convictions, machin, mais comment je les vis là? Je fais mon petit train-train de bobo un peu, hein, tu vois, je trie mes déchets, je vais à la coop bio, gna, j'essaie de bien faire, quoi. Mais ton cœur, il dit, mais c'est pas assez par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Regarde, quoi. Regarde ce qu'on est en train de faire. On est en train de tout bousiller, cette beauté. Alors, j'avais envie de voir vraiment cette beauté du monde, parce qu'elle est là, elle est encore là. Bordel, merde, elle est là. Il faut la préserver. Et ma manière de le faire vraiment, d'aller, voilà, au-delà de, je fais un petit peu, c'était d'aller dans quelque chose de plus extrême, qui finalement a pas été si compliqué que ça à faire. Et ce que j'ai compris aussi au courant du parcours, c'est de montrer aux autres que c'est possible de le faire. Et c'est ça qui est une des très belles choses du voyage, c'est que j'imagine que tu as vu ce film La Belle Verte. Oui. De Colin Serrault, où elle déconnecte les gens, tu vois. J'ai vraiment l'impression que on fait des déconnexions de temps en temps, on rigole avec Pierangelo, on dit encore une qu'on a déconnectée. Parce que voilà, les gens nous voient passer, viennent discuter avec nous. Des fois, ça va durer 5 minutes, mais il se passe quelque chose dans le regard où ils disent mais c'est possible. Mais parce que vraiment, je te jure, on est monsieur madame tout le monde, on est toujours, on a le look de monsieur madame tout le monde, on n'a rien d'exceptionnel et tout ça, et donc les gens ils se reconnaissent en nous et puis ils se disent mais ils l'ont fait donc c'est possible, donc oui, puis peut-être que moi je peux, alors je dis pas qu'il faut que tout le monde parte en roulotte machin, mais il risque d'y avoir des embouteillages de conscience. Alors voilà. Après, moi, je fais pas du prosélytisme, je fais pas, j'essaye pas de convertir. Je suis pas un missionnaire et je veux pas convertir. Mais simplement, voilà, juste des petits, comme je dis, c'est semer des graines. Je sème des graines et puis après, parce qu'on le fait tous les deux. Et puis voilà, ça germe pas. Il se passe quelque chose, il se passe rien, on sait pas. Des fois, on a un peu des retours de gens qui, un peu à notre contact, ont un peu déconnecté et ont pris des décisions un peu radicales dans leur vie. Et ça, c'est un peu, c'est un petit peu de récompense. Mais bon, voilà, après, ça se fait pas, c'est comme ça. Bon, moi, je suis pas à fond sur les réseaux, sur machin, parce que je sens pas de le faire comme ça. Ma part dans cette histoire, c'est de le faire comme ça, tranquillement, au pas des chevaux, au pas de l'humain, parce qu'il faut du temps. Il faut du temps pour se changer soi-même. Parce qu'il nous a fallu du temps pour nous partir de là où on était et arriver là où on est. Et ça se fait pas en 2 minutes, ça se fait pas en se disant je vais devenir super écolo, je vais sauver la planète. Au départ, je m'étais dit ça, putain, je vais sauver la planète, quoi. Bon, voilà, non, je vais pas sauver la planète, je fais ma part, quoi. Bon, voilà, comme disait Pierre Rabhi, le colibri, je fais ce que je peux. Tiens, j'ai entendu aujourd'hui une émission sur Bernard Moitessier, le navigateur. Et alors, attends, j'ai noté un truc. Là, attends, mince.
Attends, il faut que je mette la ligne. Ah oui, la vitesse de libération. D'accord. La vitesse de libération. Donc c'est vraiment ce rythme-là qu'on a trouvé avec la roulotte, extrêmement lent finalement, extrêmement lent. Et puis finalement, on fait du chemin parce que on parcourt 10 kilomètres par jour, grosso modo. En 10 kilomètres, tu passes d'un pays à l'autre finalement, parce que tu te rends compte que les gens d'un village connaissent les gens du village, et puis quelques kilomètres alentour, et finalement 10 kilomètres après, les gens se connaissent pas forcément, et tu passes à un autre village, et petit à petit, tu avances, et petit à petit, tu arrives en Italie, quoi. Hein. Et votre vitesse de croisière, elle est de combien? C'est 3-5 km/h? C'est 5 km/h à peu près, ouais. 5 km/h, 5 à 6. Et des fois 6 dans les montées, parce que moi je marche beaucoup à côté devant la roulotte. Et dans les montées, les filles, elles sont super en forme et elles sont à 6 km/h. Je vais te dire, à 6 km/h dans les montées, t'as intérêt à arrêter la clope et à pas trop picoler, parce que sinon tu suis pas. Donc c'est aussi une cure de jouvence, parce qu'au niveau de la santé, pour faire ce genre de choses, il faut que tu sois en forme. En forme, ouais. Donc si t'abuses, si tu manges trop, tu fumes trop, tu bois trop, je sais pas quoi, c'est trop dur, parce que c'est physique. Et c'est génial, parce que moi je vais avoir 54 ans dans 3 jours, j'ai l'impression que depuis le voyage, je suis partie dans l'autre sens, quoi, tu vois. Ouais, on est en meilleure forme. J'ai pas l'impression de vieillir, j'ai l'impression de rajeunir. Et en 5 ans, vous avez, pas tout à fait 5 ans, en 2019, vous avez parcouru combien de kilomètres? Et bien alors, donc c'est pas 5 ans, ça va faire 3 ans le 24 septembre qu'on est parti. D'accord. Alors, on a fait, écoute, j'ai regardé tout à l'heure parce que je tiens un petit journal de bord. On a fait 3504 kilomètres. D'accord, ah oui, pas mal. Et alors, 3504 kilomètres je dirais, alors en bientôt 3 ans, mais sachant que on s'est arrêté des fois. Là, le dernier gros arrêt qu'on ait fait, c'est l'hiver dernier. On s'est arrêté 6 mois. On s'arrête un peu au gré des rencontres, au gré de ce qui se passe, au gré des endroits où on a envie de rester, où la neige nous arrête, où on se donne cette liberté-là. On n'est pas là à se dire, oh là là, il faut absolument qu'on soit à tel endroit à cette date-là. Surtout pas. Surtout pas, parce que notre vie d'avant, elle était faite comme ça, de planning et de machin et de trucs où tu t'étais l'œil sur la montre à te dire, oh là là, il faut que je sois à tel endroit, à tel endroit. Ça, c'est fini, quoi. Alors justement, là, votre itinéraire, vous le faites comment? Parce que vous êtes arrêté j'allais dire à plein plein d'endroits forcément, mais vous êtes arrêté dans des collectifs, vous êtes passé à Notre-Dame-des-Landes, vous êtes arrêté en Ardèche, chez ou pas très loin de au hameau des Buis. Voilà, chez Pierre Rabhi. Voilà, vous avez traversé pas mal de lieux comme ça. C'était votre choix de passer par là, ou ça s'est fait au gré des rencontres et des envies? Non, c'était vraiment un choix. Alors notre route en France, elle s'est faite effectivement, alors par rapport aux copains qu'on voulait aller voir. Donc il y avait Michael et Florian dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça fait partie des copains qu'on voulait aller voir. Anne et Oswald, qui sont aussi des roulotiers qui habitent à côté de Montpellier. Tu les connais aussi, oui. Anne et Oswald? Oui, on les a vus dans une émission. Ouais. D'accord. Donc Anne et Oswald, on est passé les voir. On a fait un bon crochet de 200 kilomètres pour passer les voir, mais c'était important pour nous. Et puis effectivement, donc alors moi j'avais envie, enfin j'ai toujours envie de comprendre et de m'immerger un petit peu dans la vie de collectif, parce que c'est une vie que je connais pas, qui m'intéresse, parce que je trouve que c'est un mode de vie vachement intéressant, que c'est une recherche de d'autres fonctionnements entre humains et d'autres modes de gouvernance,
plein de choses et tout ça. Et vraiment, ça m'intéresse toujours. Et donc, notre parcours en France, il s'est fait un petit peu comme ça. Donc, effectivement, à Notre-Dame-des-Landes. Après, on a été dans deux très beaux collectifs. Notre-Dame-des-Landes. Bon, je vais pas commenter Notre-Dame-des-Landes. Après, c'est compliqué. On y était en plus dans une période où c'était pas simple. Enfin, pas simple, mais on n'a pas énormément rencontré de monde parce que c'était la période des fêtes. On y était entre Noël et le premier de l'an. Donc les gens étaient un petit peu partis dans leur famille. C'est pas non plus une période de l'année où les gens vivent beaucoup dehors et tout ça. Donc on a fait un peu de rencontres, mais je dirais peut-être pas autant qu'on aurait voulu. Et puis voilà. Et puis c'est vrai que Notre-Dame-des-Landes, c'est une histoire complexe, très belle et très compliquée toujours aujourd'hui, mais voilà, c'était riche d'enseignements. Et puis après, quand on est descendu, on s'est retrouvé par hasard, oui et non. C'était pas un collectif qu'on avait décidé d'aller voir. C'est via un copain roulotier qui nous a emmenés dans ce collectif qui s'appelle le Teillot, à la limite de la Haute-Vienne et de la Dordogne. D'accord. Où là c'est un collectif pas très important en termes de personnes qui vivent sur le lieu, mais qui fonctionne super bien. Avec quelques familles, 5 ou 6 familles qui vivent dans des habitats différents sur un même terrain, et il y a une très très belle énergie. Donc ça c'était vraiment intéressant. Et puis après, donc on est allé aussi en Dordogne rencontrer le collectif Copacabana aux Eizy. Je sais pas si tu as entendu parler d'eux. Alors c'est vraiment une belle histoire. Donc c'est un collectif de charpentiers et charpentières à la base. Après tous ne le sont pas, mais c'est un peu la base. Et donc ils sont donc la personne qui est à l'origine du projet, qui s'appelle Yogan, a acheté un bout de forêt, on va dire, et a invité quelques copains à venir s'installer là, dans cet esprit de collectif et de construire ensemble. Et donc ils ont chacun construit leur cabane en bois, toutes plus originales les unes que les autres et tout ça. Ils se sont battus pour obtenir un statut par rapport au terrain et tout. Ils font beaucoup de choses avec les habitants du coin. Enfin c'est une très belle histoire. D'accord. Très belle histoire en construction. C'est toujours en construction de toute façon. Mais il se passe il y a de très belles énergies, des très belles choses. Et puis après on est allé au hameau des Buis, où là c'est difficile parce que le collectif c'est pas simple. C'est pas cucu les petits oiseaux. C'est ça, parce qu'on est enfin moi un peu mon analyse, c'est que on est dans des formes d'éducation, de fonctionnement et tout ça qui est loin de tout ça, et qu'on doit apprendre. Et même si c'est des gens très très éclairés, parce que là pour le coup c'est Sophie Rabi, la fille de Pierre Rabhi, donc s'il y a quelqu'un d'extrêmement éclairé par rapport à ces questions-là, c'est bien elle. Et bien elle, et puis les gens aussi qui ont construit ce projet, ça a foiré, mais bien, complètement. Là, je sais pas où ils en sont. Nous, on y était il y a un an. C'était pas joli. C'était des procès, des machins. C'était triste. C'était triste, et à la fois, il y avait quand même une belle énergie du collectif qui continuait à être présente, et cette volonté d'arriver à faire quelque chose. Mais c'est difficile. Et moi, ce que j'ai compris du collectif, enfin le peu d'expérience que j'en ai, parce que j'ai pas vraiment vécu, on est passé, on est resté un petit peu, c'est qu'il faut du temps pour se changer déjà soi-même, pour arriver à vivre dans cet esprit collectif et tout ça, quoi. Voilà. Mais bon, moi je me dis, si un jour on a envie de s'arrêter, si on n'a plus envie d'être nomade pendant un temps, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. J'ai pas envie de vivre toute seule dans mon pavillon. J'ai envie de tenter l'expérience. Mais je me dis que ce temps de voyage qu'on s'accorde là,
sera certainement une bonne école par rapport à l'éventuelle vie future dans un collectif. Je dis pas que ça marchera. C'est compliqué, c'est beau, c'est compliqué, mais pourquoi pas. Voilà. Mais je pense que ce temps qu'on s'accorde là est important pour faire la transition entre une vie, je dirais, conventionnelle et un autre mode notre choix de vie. En tout cas, ces lieux vous inspirent. Voilà. Oui, tout à fait, ouais. Et alors, maintenant en Italie, pardon. Oui, j'allais dire en Italie. Eh ben en Italie, on n'a pas du tout. Alors autant en France, on avait effectivement, même si le parcours était pas tracé, on avait quelques points comme ça où on s'est dit bon, on va aller là, on va aller voir telle personne. On voulait aller revoir aussi Nicolas avec qui on avait fait la première formation. Donc on avait des points comme ça où tout notre voyage et notre itinéraire s'est fait par rapport à ces buts-là. Et depuis qu'on est en Italie, on a juste une espèce de point de mire, c'est la Sicile. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc la route, alors là, et c'est pour le coup un voyage différent parce que on se dit pas, voilà, on sait que grosso modo dans un mois ou deux, on sera avec telle et telle personne. Là, on sait pas. Et l'histoire s'écrit au fur et à mesure et les rencontres se font comme en France, parce que l'histoire c'est quand même écrite au fur et à mesure et on a rencontré aussi plein de gens au fur et à mesure à l'improviste mais là encore plus quoi. Et ça c'est un peu déroutant et puis finalement c'est chouette aussi quoi. Ouais. Tiens voilà Volcane après Thelma la visite de Volcane. Bonsoir Volcane. Et alors, pourquoi la Sicile? Pourquoi pas? Certes. La Sicile, parce que du coup, on descend toute l'Italie, on va en Sicile, et puis voilà, quoi. Donc, tant qu'à faire. Et en Italie, il paraît que c'est très très beau la Sicile et qu'on y mange très très bien. Bon, il paraît. Quand on y est en Sicile. Tu nous diras. Ouais. Ah mais oui, il y a des belles personnes à rencontrer en Sicile, ouais. Il y a, comme partout. De toute façon, il y a des belles personnes partout. Mais voilà. Pourquoi la Sicile? Attends, ma chérie. Alors ça c'est mon verre. Voilà. Attends, je sais pas si tu entends. Un petit peu. Ah non, mais le micro est pas là. Ouais. Mais j'entends légèrement. Je pense pas que nos auditeurs l'entendent, mais. Vous voulez manger mon cahier. Vous êtes passé par où en Italie du coup? Parce que vous avez été à Briançon, c'est ça? J'ai reconnu une photo. Alors non, on était à Briançon l'année dernière, en septembre dernier. Après on a passé l'hiver dans le Champfort. Ouais. Et puis donc on est reparti, donc on a repris la route. Entre les deux tours de la présidentielle, parce que on voulait pas assister à la présidentielle tour, donc on s'est dit auparavant. Et puis voilà, donc on est parti au mois d'avril et on a passé la frontière au col de. Attends, c'est le col de l'Arche en France et le col de la Maddalena, parce qu'il n'a pas le même nom en Italie et en France. Le col de la Maddalena, le col de la Madeleine en Italie. D'accord. Et donc, on est passé donc par le Piémont, vers Cuneo. Et puis là, on est en Ligurie, dans les montagnes un petit peu. Et on est à quoi? Au-dessus de Gênes, un petit peu à l'est de Gênes, à 60 kilomètres à peu près de Gênes dans les montagnes. Ah oui, d'accord. Parce que là, l'été, on va surtout pas sur la côte l'été, parce qu'il fait beaucoup trop chaud, parce qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y a rien à manger pour les juments, parce que vraiment, pour en revenir aux animaux, parce que c'est un peu quand même le thème de l'émission quand même, on parle de nous, mais
Ouais, pour les juments, il y a rien à manger en bas. Donc on reste dans les montagnes parce qu'il fait plus frais et puis parce qu'il y a à manger quoi. Il y a de l'herbe. Ouais, forcément. Donc ça c'est ouais. Et rouler et rouler en roulotte, c'est facile en Italie, c'est autorisé, c'est comment est-ce qu'il y a une réglementation particulière? Alors, c'est la même qu'en France. Alors, c'est le code 49 comment c'est c'est le code 49 pas du code de la route, mais enfin bon, voilà, du machin, et donc, c'est comme en France, on a le droit de rouler avec un véhicule hippomobile sur toutes les routes sauf les autoroutes. Après, toutes les routes, c'est pas forcément intéressant de prendre les routes nationales à grand trafic et tout ça, ça n'a aucun intérêt. Voilà, donc comme en France, on les évite le plus possible. S'il faut qu'on prenne un petit tronçon à un moment donné d'une route un petit peu plus passante parce que il faut passer d'un endroit à un autre et qu'on n'a pas le choix, on le fait, mais sinon on est sur des petites routes et donc les seules obligations c'est voilà, comme en France, d'avoir 2 triangles rouges à l'arrière de la roulotte et puis d'avoir une assurance de responsabilité civile. Basta. Voilà. et pour en venir à la Sicile, c'est vous envisagez de vous y installer ou non? Après, c'est une étape. Enfin, ce sera une étape pour poursuivre l'aventure. Ouais. Alors, au niveau installation, se poser, redevenir sédentaire, on n'a aucun projet. D'accord. Pas du tout, parce que comme je te disais, on est tellement bien dans notre vie de nomade pour l'instant que c'est pas du tout dans les projets. Donc la Sicile, je te dis, parce que c'est au bout et que tant qu'aller jusqu'au bout de l'Italie, autant prendre le traghetto et traverser pour aller jusqu'en Sicile. On sait pas du tout encore comment on va prendre le bateau, si c'est autorisé, si c'est machin. On verra bien une fois qu'on sera en bas. Là, il sera temps de et puis si on peut pas y aller, on n'ira pas, mais il n'y a pas de raison. Et puis non, s'installer en Sicile, non. Mais pourquoi pas? Si la Sicile nous sourit et que y a quelque chose à faire de sympa pendant un temps, pourquoi pas? Mais comme on s'est posé dans le champ de Sort 6 mois cet hiver, comme on s'est voilà, mais non, il n'y a pas de projet à ce niveau-là. Alors là, il y a une chose qui vient d'arriver. Là, la nuit est en train de tomber et il y a des lucioles. Ah oui. Il y a des lucioles de partout. Alors, moi, j'en avais jamais vu en France. Il doit y avoir des coins en France où il y a des lucioles. J'en avais chez moi. Ouais, il y en a. Ouais. Ah ouais. Moi, j'ai vu des vers luisants, mais les lucioles, j'avais jamais vu ça. Et là, tous les soirs, c'est un vrai spectacle. Donc là, c'est l'heure des lucioles. C'est trop beau. Voilà. Et c'est sur cette belle image qu'on va se quitter. On aurait pu. C'est l'heure déjà? Oui, il est 10h. On aurait pu continuer comme ça pendant encore un long moment. Ah mais on rediscutera à la rentrée là en septembre-octobre. On refera une émission pour pour prolonger la discussion. Con piacere. Ah ouais, avec grand plaisir. Bon, écoute, là, moi, je vais aller mangiare la pasta con Pierangelo, qui m'a préparé una buona cena. Écoute, tu le salues pour nous. Une bise aussi à Caroline, Aurélie, Céline, les 3 poules et puis Pipo, le chien dont on n'a pas trop parlé là, tous ces animaux, mais je te dis dans une prochaine émission pour nous raconter un petit peu comment tout le monde se voit le voyage et comment ça se passe aussi pour eux. Ils ont énormément de choses à raconter. Tu nous raconteras pour eux.
Ok. Allora, ciao a tutti, arrivederci alla prossima volta, ciao. Ciao ciao, merci à toi. Ciao. Ciao Stefano, ciao. Bye bye. Bye. Voilà, chers auditeurs, ce numéro de la Caravane Pass se termine. Merci d'avoir été à l'écoute de la web radio de la planète. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le récit de nouveaux animaux nomades. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission samedi à 11h et lundi à 10h. Pardon, samedi à 17h et lundi à 10h. Et dans quelques temps, probablement d'ici la fin de l'été, en podcast sur le site de la radio. Si vous souhaitez vous aussi raconter votre voyage, contactez-moi au 06 66 64 15 10, 06 66 44 15 10 ou sur les réseaux, notamment la page Facebook de la Caravane Pass. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur Radio La Planète et à la semaine prochaine. Bye bye. Huh?